Aujourd'hui, on reçoit Lysandre, une personne non-binaire, pansexuelle, asexuelle et polyamoureux, qui est aussi très impliqué dans la communauté LGBTQ+. Il travaille comme boucher à temps plein, en plus d'être artiste drague et burlesque, producteur de spectacles et créateur de costumes. Originaire de Bécancour et maintenant installé au Lac-Saint-Jean depuis 10 ans, Sandre contribue à faire rayonner la culture queer en région, autant sur scène que dans la vie de tous les jours. Dans cet épisode, on apprend à découvrir Sandre à travers son personnage public, mais aussi dans sa vie personnelle. Allô, Sandre? Bonjour! Merci d'être là aujourd'hui avec nous. En commençant, j'aurais envie de parler, on vient juste d'entendre dans ta présentation finalement les différents acronymes finalement lesquels s'identifient. J'aimerais ça peut-être que tu nous en parles un peu plus, comment ça s'exprime pour toi dans ton quotidien, comment ça se présente. Oui, moi en fait, je suis présente dans presque tous les acronymes. OK. Donc, je suis une personne trans, pansexuelle, asexuelle, aromantique et polyamoureux. OK. Donc, ça fait un beau gros melting pot de plein de choses qui ne matchent pas en théorie ensemble. Ouais. OK. Je vais commencer par le plus simple. Je suis une personne trans, je m'identifie, je suis une personne non-binaire, qui est plus vers le gender fluid. Ça OK. varie d'un bord puis de l'autre. Dans ma vie de tous les jours, avec les gens qui me connaissent, mais qui ne sont pas nécessairement dans la communauté queer, j'utilise le masculin, on se casse pas la tête. OK. Même si eux se cassent la tête parce que j'ai une allure quand même assez très féminine. Dans la vie, j'ai pas une génétique de moustache, mais 0 puis une barre. Donc, ça m'aide pas. J'ai quand même une jolie voix, j'ai des beaux traits de visage. Donc, le 3/4 du temps, le monde avec qui j'interagis de tous les jours, il se fourre la face. OK. C'est pas grave, ça me dérange pas. OK. Je vis avec. Je travaille dans le service à la clientèle en plus. Fait que Ouais. ça passe en dessous de la table, puis c'est correct. OK. Personne trans non-binaire, gender fluid. Donc, d'une journée à l'autre, mon niveau de à quel point je me sens masculin ou féminin peut varier à un certain degré, même si je suis 99% du temps plus à l'aise avec le masculin. OK. Donc, dans la vie de tous les jours, au masculin, on se trompe pas. OK. Pour les gens qui font partie de la communauté, mais dans ce temps-là, je préfère aller chercher des neutralités, surtout. Donc, les gens qui me connaissent vont essayer de parler le plus possible au neutre. Donc, aucun, il, elle, le plus possible. Donc, souvent en utilisant ton prénom, j'imagine. Oui, c'est ça. OK. Oui. Des formulations de phrases, c'est parler qui est difficile à acquérir, le neutre, mais le neutre complet, ça prend quand même plusieurs années là, pour le maîtriser à 100%. Moi-même, ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus pour parler des autres aussi en général. C'est long, même pour les gens de la communauté. Donc, pour les gens qui font pas partie de la communauté, qui le connaissent pas, c'est quelque chose. Ouais. Pour ça qu'on pardonne quand même assez. Dans mon cas, en tout cas. Là, OK, je sais que dans c'est ton pas cas, toujours, tu pardonnes. oui, c'est ça. OK. Les gens qui font des erreurs, je sais qu'ils font confusions, sais qu'ils font des efforts. Oui, parce qu'il y a etc. beaucoup de personnes qui ont l'impression d'être stressées quand ils vont Oui. s'adresser à une personne de la communauté. Je vais-tu bien nommer la personne et tout? Puis sinon, je vais-tu me faire ramasser? Oui, c'est ça. OK, mais dans ton cas, il y a une Non, tolérance c'est ça, par il y a rapport pas à ça. Quand tu parles, parce que là, tu as nommé, trans, non-binaire, mais là, tu as quand même parlé en théorie, des choses qui sont comme pas contradictoires, mais qui ne fitent pas ensemble. Tu as parlé de aromantique, polyamoureux. Oui. Puis il y a d'autres choses que tu as nommées aussi, je pense. Aromantique, asexuel, polyamoureux. Oui. Comment ça coexiste, tout ça? Aromantique, asexuel, dans mon cas, pour le asexuel, c'est que j'ai pas un besoin de remplir ma vie sexuelle. Ça se passe moins pour moi. C'est un terme, on appelle umbrella. En français, c'est Parapluie. Un terme parapluie, donc il y a vraiment plusieurs sous-catégories. Dans mon cas, c'est vraiment... Je vais avoir des relations sexuelles, mais il va y avoir des périodes où est-ce que je vais juste être complètement dégoûtée de tenir la main de quelqu'un. Puis il y a d'autres périodes que je vais être all-in, puis mon but principal, ça va être de faire plaisir à la personne sans nécessairement que moi, je reçoive. Dans mon cas, c'est comme ça que ça se passe. Aromantique, j'éprouve pas l'amour de la même façon que les gens le voient habituellement. Donc, pour moi, tous mes amis, toutes mes relations interpersonnelles sont sur le même niveau. On s'attend, on va exclure la famille de tout ça. Oui, c'est différent. C'est ça. Mais amis, famille, collègues de travail, pas la même chose. OK. Mais mes amis, puis les personnes avec qui je vais entretenir des relations plus
amoureuse comme qu'on l'entend habituellement. Pour moi, tout le monde sont sur le même niveau. Il n'y a pas de différence de qui a priorité sur qui. Je vais vouloir passer plus de temps avec cette personne-là parce que c'est mon partenaire de vie. Pour moi, ça n'existe pas. Donc, vraiment... Il n'y a pas de hiérarchie, finalement. Non, c'est ça. Okay. Moi, je suis plus chaotique dans un sens. OK. Je donne de l'énergie où est-ce qu'à ce moment-là, j'ai besoin d'en donner. Donc, si j'ai des amis qui sont en visite pour la fin de semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben c'est à eux que je vais donner mon attention et non nécessairement aux personnes qui vivent dans la région, qui sont plus proches ou qui ont besoin de plus d'attention en général. Comment tu décrirais ton parcours personnel jusqu'à maintenant avec ces lettres-là, avec ces identifications-là? Est-ce que ton entourage, est-ce que ça a été bien reçu? Comment ça s'est passé un peu ton parcours personnel, ton coming out, peu importe? Oui, bien moi, je viens d'une petite région, Bécancour, okay. Donc juste en face de Trois-Rivières. Bécancour, c'est des ramassis de petits villages, basically. Puis, ben, les villages sont plus petits que les villages puis les villes qu'on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah oui, mon Dieu, donc, OK. En général, pour donner une idée, les villes les plus proches, même principe qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sont à minimum 45 minutes de route. Dans mon cas, moi, j'étais à la Gentilly, précisément. Puis, j'ai grandi là, dans les petits villages autour. J'ai fait mon école primaire dans ce petit village-là. J'ai fait mon école secondaire dans un autre petit village à côté. Donc, c'est quand même un petit espace un peu plus, avec une mentalité un peu plus difficile que dans les grands centres. J'ai, personnellement, quand moi j'étais au secondaire, je savais que j'étais bi. OK. Je le savais, mais tu sais, j'avais pas besoin de le verbaliser. À l'époque, tu sais, c'était simple. Puis j'avais un copain à l'époque. Je passais sous le radar, pas de problème. Quand je suis arrivée au cégep, c'est là où est-ce que toutes les opportunités se sont ouvertes et que l'exploration a commencé. Ma mère me le dit souvent, que la première fois que j'ai été avec une fille, j'ai appelé ma grand-mère. Puis j'étais comme, oh, mais dis-le pas à ma mère. Tu sais, je m'entends super bien avec ma mère, pareil. Puis la joke là-dedans, c'est que ma mère était à côté de ma grand-mère. Ah bon, OK. Fait que finalement, elle était au courant. Oui, c'est ça, elle était au courant. Okay. C'était correct. Mais tu sais, moi, j'étais en grosse pleurs, puis comme en gros capotage, même si je savais que ma famille allait être correcte parce que, ben, ils ont des amis qui sont queer de toute façon, puis que ça allait pas les déranger, etc. Ça s'est bien passé pour juste moi qui est attiré par la multitude de possibilités qu'il y a, donc le pansexuel. Par contre, au niveau de l'identification de genre, donc en tant qu'homme trans, non-binaire, gender fluide, j'ai quand même vécu avec la même grand-mère qui faisait des commentaires de « Oh mon Dieu, mais t'as l'air d'un garçon manqué », puis blablabla, sans nécessairement vouloir donner la mauvaise connotation en arrière de ça, mais qui l'envoyait quand même. Donc, je me rappelle quand j'étais en secondaire 1, j'ai eu une semaine complète que je m'habillais vraiment comme ma grand-mère le disait, en petit garçon manqué. Ouais. Puis, ben, après ça, je suis revenue full au féminin. OK. Si j'aurais su plus tôt que les personnes trans, existaient, etc., possiblement que j'aurais fait une transition plus jeune. Possiblement, parce qu'on s'entend, je viens quand même d'un petit village, avec une certaine mentalité un peu plus difficile, comme j'ai dit. Je me rappelle, quand j'étais en secondaire 1, il y a une fille qui est arrivée. Elle a changé d'école, ça n'a pas pris 2 semaines parce qu'elle se faisait écœurer parce qu'elle était lesbienne. Je ne sais pas à quel point que j'aurais transitionné plus tôt étant jeune, mais c'est ça. J'aurais pu le découvrir plus tôt, puis ben, plus tard, ça aurait été moins un peu le calvaire faire ça adulte. Ouais. Parce que faire une transition adulte, j'ai quasiment l'impression que c'est pire que de faire une transition en étant jeune. Ah ouais? Pourquoi, tu penses? Parce que tu as déjà toute ta vie de bâti, tu as déjà tout ton environnement social de bâti est stable, dans un sens. Parce que quand tu es jeune, ça bouge beaucoup, tu changes de région, tu voyages. Ça change plus fluidement qu'une fois adulte. Ah, c'est comme si c'est moins un choc, mettons? Ouais, mettons. La transition est plus douce, ça, à ton avis? Oui. Enfant, OK. Ouais. Ben, pas nécessairement enfant, mais comme adolescent, Ado, tu sais. Parce qu'une fois adulte, ben, tu es dans ton milieu de travail. Faut que tu changes ton milieu de travail. Moi, ça a été grosse, ça, mes problématiques que j'ai eues.
j'ai pas eu de grosses problématiques, j'ai pas eu de gros préjugés, je me suis jamais fait attaquer parce que je suis une personne trans ou peu importe. J'ai quand même cette chance-là, mais j'ai quand même vécu des préjugés. Donc, faire une transition à l'âge adulte, pour moi, a été plus difficile que je pense, pour moi, a été plus difficile que le faire en étant plus jeune. J'ai commencé à faire une transition à l'âge de, je pense, 23. Mais avant ça, j'avais toutes fait mes découvertes de pansexuel, aromantique, asexuel. Plus l'orientation sexuelle amoureuse. Oui, c'est ça. Ça, je l'avais figure out avant. Donc, tout ce qui est transition, c'est la dernière chose qui s'est passée dans ma vie. Puis, c'est vraiment là, au travail, j'avais un collègue, un vieux bonhomme, lui, ça marchait pas. Pendant que je travaillais à cette petite épicerie-là, j'étais là pendant à peu près 4 ans. C'est là que j'ai fait... j'ai commencé une transition médicale. OK. Changement de nom. Changement de mention de genre. Puis, dans mon cas, j'ai aussi changé de nom de famille. OK. Donc, moi, j'ai vraiment tout changé mon nom au complet. Oui. Il n'y a plus aucune référence là, à ma famille en général. OK. Mes collègues de travail, dans les micro-agressions que j'avais, c'est qui continuaient à utiliser le féminin au lieu du masculin quand que je leur avais demandé. Malgré les c'est ça. Ouais. OK. C'est ça. T'sais, je m'en cassais pas plus la tête, puis j'ai ignoré. C'est quand même... Tendant à un certain point, ça vient chercher de l'énergie. OK. Mais je comprends que les commentaires que tu as eus ou les propos que tu as eus, tu as quand même toujours été en mesure de trouver des moyens pour que ça t'affecte pas tant que ça, puis ça brise pas ton estime de toi, là, finalement. Dans les débuts, ça a vraiment été difficile. Okay. Comme vraiment le début de la transition. Avant de faire une transition médicale, je m'identifiais quand même comme une personne non-binaire pendant, je pense, 3-4 ans avant vraiment de faire une transition médicale. Ce qui a déclenché la transition médicale, dans mon cas, ça a été une crise maniaque à vouloir m'arracher le chest. Oh. C'est pas doux. Non. Dans ma vie, à date, j'ai eu 2 épisodes maniaques de self-harm. Les 2, je les ai évités. J'ai été capable de les contenir, ça va, mais c'est pas tout le monde que c'est le cas. Moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait comme, OK, faut que je veux transitionner médicalement. OK. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé tout le processus là, pour aller chercher des hormones, pour aller chercher des opérations, etc. OK. Ah, ben écoute, puis tu sais, on en parle beaucoup, là, au niveau de la communauté, au niveau des personnes trans, d'incongruence de genre, de dysphorie de genre. Là, je comprends que toi, c'est un peu dans ces... ça a été un peu un des éléments déclencheurs de, finalement, la transition médicale. Oui. Dans mon cas, personnellement, tu sais, j'avais un peu de dysphorie avant de réaliser comme vraiment, OK, il faut que je le fasse pour mon bien-être. Mais je pensais juste que c'était un peu d'inconfort. Ouais. Le terme, je pense, c'est pas de la dysphorie de genre. L'incongruence de genre? Non, ça fera pas rapport avec le genre en tant que tel, c'est juste la dysmorphie physique. Oui. Dans ma tête, je pensais que c'était un peu de dysmorphie physique. OK. À ce moment-là, jusqu'à temps que je réalise que non, vraiment, c'est pas ça. Donc, pendant tout ce temps-là de dysmorphie physique, j'étais comme, tu sais, ça me gosse, mais je suis capable de vivre avec. Puis, j'étais bien au féminin pendant ce temps-là. Ben, en tout cas, je trouve ça le fun qu'on ait fait un tour un peu de ton parcours personnel. J'aurais envie aussi, parce que là, tu nous as parlé de certaines situations que tu trouvais peut-être un peu plus difficiles, mais en ce moment, tu es quand même encore emménagé au lac Saint-Jean. Oui. Depuis combien d'années? Ça fait 10 ans. OK, ça fait 10 ans déjà. Donc, tu es vraiment quelqu'un de région. Oui, je suis rendue... je venais d'une petite région, j'ai déménagé dans une autre petite région. OK, fait que malgré comme le fait, les inconvénients d'être une personne LGBT, ou en tout cas avec les acronymes que tu comportes, mais tu as quand même choisi de revenir dans une autre région. Oui. Puis en plus de ça, c'est que en région, tu produis des shows de drague et de burlesque. Je produis des shows de burlesque majoritairement. Il y a un peu de drague à l'intérieur, mais c'est vraiment des shows de burlesque que je produis. OK. C'est quand même audacieux, je trouve, de créer ça en région. Peux-tu me parler un peu de ça? D'où te vient cet élan-là, cette idée-là? Ça part d'où? Oui. Donc, moi, j'ai commencé à faire du burlesque là, 3 ans-ish. OK, peux-tu nous expliquer juste qu'est-ce que c'est en quelques lignes, burlesque? C'est quoi? Ma façon, en une phrase, de l'expliquer, c'est un striptease fancy à la French Cancan.
À la French Cancan. Oui, ça Ok. donne vraiment une bonne idée générale de c'est quoi le burlesque. Tu vois des froufrous partout, tu vois des personnes qui dansent sur scène. Puis le French Cancan, à la base, c'était aussi humoristique. OK. Donc, on peut avoir différentes variétés dans le burlesque. Fait que souvent, il va y avoir beaucoup d'humour dans un numéro de burlesque. Oui, on va enlever des gants pour attiser l'attention des gens dans le public. OK. Mais c'est vraiment beaucoup d'humour, beaucoup de théâtre aussi. Mhm. Donc, un beau petit mélange là, de tout ça ensemble. C'est ce qui fait le burlesque. OK. Puis un petit peu de drague. Un petit peu de drague. Donc, le drague, c'est le même principe, encore une fois, que le burlesque. C'est juste que les gens, ils s'habillent. De la façon qu'ils se déshabillent, c'est plus comme « Oh mon Dieu, regarde mon nouveau costume qu'il avait caché en dessous de mon costume! » OK. Ça, c'est plus dans le drague, puis faire des extrapolations de personnification, donc avec les gros maquillages, etc. Je fais aussi du drague, mais les spectacles que j'organise, c'est des spectacles à la base vraiment de burlesque. Je vais avoir des invités qui font majoritairement du drag, qui vont venir faire des numéros burlesques sur place, par contre. Oh, OK. Je vais penser au dernier spectacle que j'ai produit. J'avais Cicely, qui est une drague de la région, là, qui est venue faire un spectacle. J'ai aussi Blue Matrix, qui est une drague aussi de la région, qui à date a participé à toutes mes éditions, qui fait de plus en plus de burlesque grâce à la scène que j'ai pu lui offrir là-dessus. Wow, OK. Puis c'est quand que tu as commencé à t'intéresser au burlesque? Comment tu as découvert ça? Parce que c'est sûrement pas, je sais pas, à Bécancour, là. Je sais pas. D'où ça vient? Ben, j'ai dit non, ça vient pas de Bécancour, mais dans un sens, oui, ça vient de là. OK. Quand j'étais jeune, j'ai pris des cours de danse. OK. Je faisais de la danse orientale, donc du baladi en gros. Mhm. Donc, de mes 8 ans, je pense, ma mère me corrigera plus tard, de mes 8 ans à ma 2e année de cégep, je faisais du baladi. Donc, jusqu'à mon arrivée au cégep, je prenais des cours. Puis, rendu au cégep, là, j'ai commencé à donner des cours de danse pour les gens du cégep. Cégep de Saint-Félicien. OK. Puis, donc, tout ce background-là, avec ça aussi, j'avais fait du théâtre pendant que j'étais au secondaire. Donc, j'ai déjà un beau background de scène. Ben J'ai oui. arrêté pendant quasiment 5 ans, là, donc de ma 2e année de cégep jusqu'à ce que je recommence à faire du burlesque, là, 3 ans, comme j'avais dit à peu près. J'ai fait quasiment aucune scène. OK. Parce que la vie, Mhm. beaucoup de fluctuations, beaucoup de changements, changements d'intérêt ou juste survivre. Donc, pendant cette grosse période de temps-là, j'ai rien fait. Ça faisait quand même un bout que je m'intéressais à refaire de la scène, puis que le burlesque m'intéressait. J'avais une amie qui, elle, fait du burlesque. Elle vit vraiment d'art, donc d'animation, de burlesque, etc., de clown. C'est son métier. C'est vraiment de tout ça qu'elle vit. Donc, j'ai envoyé un message. Je dis, hey, si jamais tu connais quelqu'un qui cherche du monde pour faire des shows de burlesque ou peu importe, t'essaieras de me plugger. Puis, une couple de mois plus tard, elle m'envoie un message. Elle me dit, hey, il y a telle productrice à Québec qui cherche des gens pour un de ses shows. Puis, j'ai envoyé un message à la productrice. Puis, elle fait, oui, parfait, j'aurais besoin de tant de numéros. Es-tu capable de faire ça? Ou je suis comme, oui, puis j'habite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le jour venu, je fais les 2 numéros. Ça fait 5 ans que j'ai pas fait de scène. Ça fait 5 ans que j'ai quasiment rien fait artistiquement. J'arrive là, je fais mes 2 numéros. Stressé comme pas possible. Ça Ben fait 5 oui, ans que j'ai pas fait de j'imagine. scène. Ben, Ça se passe numéro 1, wow. public, adore la place, adore ce que j'ai fait. À la fin du show, il y a une autre productrice qui était dans la salle, qui était venue voir le show, qui vient voir, qui me dit « Hey, mon Dieu, mais c'est vraiment nice ce que t'as fait. Wow! » Puis là, on parle, genre jase, puis il finit par dire que oui, ça fait 5 ans que j'ai rien fait. Elle fait « Quoi? Pardon? Non, ouais. Puis là, l'autre, la productrice de cette soirée-là, entend ça, puis elle est comme « Quoi? Pardon? » Ça paraît pas pantoute. C'est ça paraissait pas. Puis donc, de là est partie ma carrière de burlesque / drag avec, j'ai fait... dans ma première année de burlesque, je faisais en moyenne un show aux 3 semaines. Wow. OK, c'était sur Un une show avec fréquence assez... 2 numéros. OK. C'était Quand quand même beaucoup. même. Puis à chaque show, c'était des numéros différents. Et là là. Fait que c'est un travail à temps plein. Là, Oh ouais, j'imagine, c'était quasiment ça. Là. de faire tes spectacles, tes mises en scène, Oui. tes chorégraphies ou peu Oui. importe. Là. Oui. OK. Moi, j'ai la wow. chance d'être quelqu'un, un artiste qui
ça me prend... Faut que je trouve la chanson qui m'intéresse, qui m'inspire avant de créer un numéro. Je peux pas faire le contraire. OK. Moi, ça marche pas sinon. Parfait, je comprends. Le second que j'ai trouvé mon numéro, la chanson, le numéro commence à se créer dans ma tête. Je fais partie des personnes qui font juste leur numéro dans leur tête. Point. Ah ouais, Je tu le pratique pas. C'est rare Oh que my je pratique mon numéro avant d'aller sur la scène. OK. Si je sais que je vais faire, par exemple, de la contorsion ou des affaires un peu plus fancy dans ce temps-là, je fais mes étirements une couple de semaines avant, puis là, je commence à pratiquer mes mouvements pour... on s'entend, la contorsion, c'est pas facile. Ben non, Donc, j'imagine. ça, j'ai pratiqué d'avance. OK. Mais qu'est-ce que je fais sur le moment venu, sur la scène? Dans la musique, je me trouve des clous de « Ah, OK, à ce moment-là, ce ton-là, j'enlève tel morceau. » Mais entre ces éléments-là, ça se crée au fur et à mesure, rendu sur la scène. Parce que j'y vais avec l'énergie du public. Souvent, les shows que je fais vont être... au début, c'était dans un bar, et pas de scène. Donc, c'était sur le plancher avec les gens directement. Donc, souvent, j'allais chercher des gens dans le public, j'interagissais avec eux, on allait danser un peu au milieu de la scène, j'allais les reporter ou j'allais les chercher, puis je leur faisais une couple de niaiseries, puis je les repoussais. OK. Donc, entre ces moments-là, c'est comme ça que mes numéros se créent en général. OK, ben là, c'est vraiment impressionnant que tu y ailles. Ben, ça demande une confiance, une assurance quand même assez impressionnante à avoir de se dire, ah, je l'ai dans ma tête, mais that's it. Oui, le c'est reste, ça. Dépendamment je le vis. de ce que je fais, dépendamment aussi de la complexité de mon costume, souvent, je vais jouer la toune, je vais mettre le costume au grand entier, puis je vais faire des tests OK. pour m'assurer que tout est correct, que j'ai pas de problème avec le costume en tant que tel, que le timing que j'ai entre chacun des moments est assez long pour que je puisse faire effectivement enlever le morceau au complet avant que j'aie besoin d'enlever l'autre. Donc, c'est pas mal les seuls tests que je fais. Ou, là, tantôt, j'ai parlé un peu de contorsion dans les numéros, mais des numéros aussi où est-ce que je suis littéralement sur des coupes. Des couples? Des coupes. Des coupes, OK. Des coupes de vin. Ah, OK. Mon Dieu. Oh là là. Mon Dieu. J'ai un numéro... C'était debout sur des coupes de Je vin. suis debout sur des coupes. Bon, OK. Ce numéro-là, je le pratique avant. J'imagine, là. Hey, C'est pas mal le seul numéro J'aurais là, peur, que sinon. je pratique en entier avant d'aller sur scène. Là. Ah, ouais. Puis même rendu là-bas sur scène, j'ai mon faux plancher que j'apporte pour être sûr que tout est correct, puis OK. que c'est pas tous les sols qui sont propices à ça. Non, du tout. OK. C'est pas tous les sols que une coupe glisse facilement. Oui. Donc, ben c'est oui. vraiment avec ce numéro-là, puis les numéros avec plus de contorsion que je pratique d'avance. Mais sinon, c'est pas mal tout on the spot, là, ce qui vient. OK. Puis, est-ce que tu dirais que les personnages que tu vas mettre de l'avant dans tes shows, est-ce que dans ton processus d'affirmation, peu importe de découverte de toi, peu importe comment tu l'appelles, est-ce que ça t'a aidé, tu dirais, ta pratique créative à un peu explorer, toi, de ton côté, qu'est-ce que t'aimes porter ou qu'est-ce que, tu sais, un peu dans ton identité? Est-ce que tu dirais que ça t'a aidé? Au début de ma transition, oui. OK. Maintenant, non. OK. Donc, au début, j'étais en tout début de transition médicale. Quand je faisais des numéros, je faisais 2 numéros par show. Donc, je m'organisais toujours pour avoir un numéro au masculin, un numéro au féminin. OK. Dans ce temps-là, je pouvais explorer les deux, puis quand même rester connecté là, avec mon côté plus féminin, sans nécessairement l'effacer au grand complet. Donc ça m'a permis vraiment d'aller chercher un peu plus, puis découvrir un peu plus ma propre personnalité en tant que personne, puis de pouvoir le montrer dans un sens au grand jour et être plus à l'aise avec moi-même. Ben oui. Maintenant, dans mes numéros, c'est pas nécessaire. Je fais ce que je veux. Si j'ai une idée, on me donne un concept, mettons, un show burlesque à thématique horreur, ben là, je suis comme, ah, OK, tu sais, j'ai tel puis tel costume déjà à la maison, je pourrais y faire telle créature avec ça. Veux-tu une créature? Veux-tu quelque chose d'un peu plus normal? Ou veux-tu... Qu'est-ce que le producteur veut en général? Puis je vais bâtir autour de ça, tout en gardant mes idées, puis vers quoi je vais m'en aller, se construire au fur et à mesure. Mes personnages dans mes numéros, c'est toutes des facettes un peu de ma personnalité. Donc, autant qu'il y en a d'autres que ça va être
hyper au féminin avec, tu sais, vraiment les numéros burlesques là, traditionnels que tu vois à Las Vegas présentement, ou autant que tu vas aller dans les affaires vraiment loufoques, genre la danse des canards. OK. Fait que c'est quand même éclectique, là. Oui, c'est ça, là. Moi, je me demande, tu sais, t'as quand même choisi un métier qui t'expose quand même de manière importante, tu sais. Je veux dire, faire un show de burlesque aussi, il y a un côté un peu nudité, tout ça. Il y a quelque chose qui t'expose publiquement. Puis on a tendance à penser que souvent, les personnes des communautés vont un peu plus essayer de garder profil bas parce que justement, on est susceptible de vivre des microagressions, du stress minoritaire, tout ça. Mais toi, c'est le contraire, tu sais. Tu t'exposes. Qu'est-ce qui fait que t'as cette force-là ou d'où ça te vient? Mon but, en fait, dans la vie, c'est que le jeune moi me regarde puis qu'il fasse comme « Mais c'est merveilleux. Mais ça existe. Ouais. On peut faire ça. » C'est vraiment ça, une grosse partie de pourquoi je le fais, pour que les gens ils puissent voir que ça existe. Je veux vraiment montrer aux gens qu'on est là, puis que les gens de la communauté aussi, ils puissent le voir, puis qu'ils puissent, dans un sens, s'approprier ce que je fais pour faire comme « OK, mais c'est correct. Je peux le faire. Je peux exister. Je peux exister de les millions de façons différentes. » Le fait de faire des productions de burlesque, d'offrir des shows, c'est justement de faire comme d'avoir une variété dans mon spectacle qui apporte un peu de chaleur aux gens. Donc, par exemple, dans mon prochain spectacle, je vais avoir un clown. Okay. J'ai un ami qui fait majoritairement du clown, qui va venir faire un numéro de burlesque. Ouais. Après ça, tu sais, j'essaye d'engager aussi le plus possible des personnes qui, physiquement, sont pas dans les normes standardisées qu'on voit à la télé, etc. Puis, j'essaye le plus possible d'engager des gens qui font déjà partie de la communauté queer. OK. Mais c'est intéressant. Dis-moi, pour le futur, mettons, c'est quoi tes projets qui s'en viennent? Parce que là, tu te produis essentiellement au lac Saint-Jean ou Saguenay-Lac-Saint-Jean? Saguenay à la baie. Brassé par Alfred. C'est là que j'organise. OK, fait qu'ils sont toutes là? Oui. OK. Puis tes projets pour la prochaine année, ça ressemble à quoi? Déjà en train de commencer à organiser le prochain spectacle qui va se trouver Brassé par Alfred. C'est au mois de février, le 7 février exactement. OK. Ça va être ma 4e édition. Puis cette édition-là va être un peu spéciale. Je vais avoir un band live qui va jouer. Donc, ça va être sur leur propre tune. Les artistes vont choisir une de leurs chansons, puis vont faire un numéro là-dessus. C'est un groupe de musique-là, petite parenthèse pour donner un aperçu aux gens, c'est un mélange de punk, jazz, swing, rock. Oh, wow! Ça donne un beau melting pot de On se lâche lousse. C'est vraiment ça. La soirée, elle s'appelle Frénésie. Justement, ça fait du sens. Pour le 7 février prochain. Puis par après ça, là, on y va avec une fréquence de 2 productions par année, parce que ça demande beaucoup de temps de préparation, beaucoup de préparation à l'avance. Effectivement. Bien, écoutez, je pense que l'épisode sera diffusé quelques semaines avant ton show. Parfait. Donc, on va inviter les gens là, qui l'écoutent et qui ont envie de venir te voir en spectacle. On va donner les informations là, qui vont suivre. Sinon, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps. C'est super intéressant. Tu as un parcours qui est très spécifique et qui est très intéressant et varié. Puis je pense que ça va peut-être rejoindre quelques personnes ou inspirer plusieurs personnes en région, finalement, là, qui peuvent peut-être s'identifier à toi ou en prendre un petit peu, puis prendre des petits bouts de toi pour les influencer puis les aider. Donc, je te remercie vraiment beaucoup, Sandre, de ta présence. Merci de m'avoir accueilli. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.